bienvenue dans ce nouveau numéro de Destination Moselle, l'émission qui chaque semaine vous emmène à la découverte de l'histoire de votre département. Cette semaine, revenons sur l'histoire d'un homme qui a changé celle du monde, et bien au-delà donc de nos frontières mosellanes. En effet, Robert Schuman a changé l'histoire. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, cet homme va proposer la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier, la base d'une Europe unie qui donnera naissance à une ère de paix. Mais qui était cet homme, Robert Schuman? Quels ont été ses projets, quelles ont été ses actions et quel a été son parcours? Je vous propose de revenir tout de suite sur le parcours d'un homme, et pas n'importe lequel, sur le parcours de Robert Schuman. L'histoire de Robert Schuman débute dans le faubourg de Clausen à Luxembourg en 1886. Fils de Jean-Pierre et Eugénie Schuman, le jeune Robert débute son parcours scolaire à l'Athénée de Luxembourg avant d'entamer des études de droit à partir de 1904. Pour ses études, le jeune homme voyage et en ce début du XXe siècle, il découvre ainsi les villes de Berlin, Munich, Bonn et Strasbourg. Des voyages au cours desquels il franchit les frontières et qui marqueront sa vie future. À 26 ans, c'est à Metz, ville encore rattachée à l'Empire allemand de Guillaume II, que Robert Schuman ouvre son cabinet d'avocat. Et c'est pour cela que 2 ans après avoir entamé sa vie d'avocat, il est incorporé de force dans un service auxiliaire de l'armée allemande. La guerre marquera cet homme et les tensions entre pays voisins qui s'affrontent, Robert Schuman va en pâtir directement, comme tant d'autres à cette époque. À la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918, Robert Schuman se lance dans de nouveaux défis. Si l'engagement au service de ses convictions a débuté quelques années plus tôt, c'est tout de même un nouveau cap qu'il franchit en 1919. Robert Schuman va commencer sa vie politique à partir des années 1910, quand il est installé à Metz comme avocat. Il prend part à la vie des congrégations religieuses, il va organiser beaucoup de manifestations avec l'Église catholique à Metz, et c'est comme ça qu'il va petit à petit se faire connaître d'une certaine population messine. C'est ça en fait qui va être un facteur déclencheur pour les élections législatives de l'année 1919, puisque Schuman n'était pas forcément le candidat attendu pour devenir député de la Moselle, et c'est finalement l'aura qu'il aura su développer pendant cette période 1912-1918 qui va le pousser tout naturellement à se retrouver comme candidat. Il sera élu assez facilement en 19 parmi les premiers députés de Moselle post-annexion. Et ça lui permettra également d'avoir une existence politique véritable sur l'ensemble du territoire mosellan. C'est ce qui fait qu'assez rapidement, il va être reconnu par la population mosellane, même hors de sa circonscription, et que l'on va retrouver au sein des archives beaucoup de correspondances de la part de Mosellans qui lui écriront et qui le prendront véritablement comme référence. Engagé corps et âme dans ce mandat de député de la Moselle, il s'inscrit rapidement comme une personnalité de la vie politique locale. L'engagement en tant que député sera d'ailleurs l'un des fils rouges qu'il longera tout au long de sa vie politique et de sa vie publique. La popularité qu'il va développer tout au long de sa carrière de député jusqu'au début des années 1960 va être extrêmement important, et on verra que lorsqu'il y a des élections, quelles qu'elles soient, pour les législatives, pour les cantonales, ou pour les présidentielles, des citoyens mosellans vont lui écrire pour lui dénoncer certaines manière de faire au sein de bureaux de vote, pour lui parler des stratégies politiques de ses adversaires, pour lui parler également de stratégies politiques qu'il devrait adopter pour pouvoir être encore plus important et avoir une aura beaucoup plus grande. Et on va retrouver également dans les archives quelques personnes qui vont lui écrire au courant des années 50, lorsqu'il y aura une élection présidentielle en 1955, pour tenter de le convaincre de se présenter au présidentiel, chose qu'il ne fera jamais, il ne donnera jamais suite à cette proposition-là. Dès 1939, lorsque la guerre semble déjà imminente, les populations d'Alsace-Moselle situées proches des frontières avec l'Allemagne sont évacuées. Des dizaines de milliers de personnes qu'il faut prendre en charge et accompagner au maximum. Robert Schuman, alors député de la circonscription de Thionville et conseiller général élu dans le canton de Cattenom, se mobilise. Très tôt, Schuman va organiser le déplacement des populations.
Il va prendre des contacts avec notamment le préfet de la Vienne, qui était un ancien préfet d'Alsace. Il va créer des liens, il va organiser le tout en faisant en sorte que chaque Mosellan déplacé dans la Vienne se retrouve aux alentours de Poitiers, non pas seul, mais vraiment accueilli par une population avec la possibilité de trouver tout de suite un logement et, dans le meilleur des cas, un travail. Voilà. L'idée était de faire en sorte que les Mosellans déplacés puissent continuer à vivre normalement avec leur famille, ou le plus normalement possible avec leur famille, au sein de cette zone dans laquelle ils vont se réfugier. La recette qu'il va utiliser en 1939 va faire mouche et tout le monde va être étonné justement de la vitesse avec laquelle tout ça s'est organisé, tout ça s'est mis en place. Et c'est comme ça qu'à partir de mars 1940, il va rentrer au gouvernement Reynaud en devenant sous-secrétaire d'État aux réfugiés. En fait, il y a un attachement vraiment important pour Schuman envers les populations de manière générale. Et c'est cette proximité-là en fait, qui fera que rapidement il va avoir un certain succès. Voilà, et que pour tout le monde, c'est un sous-secrétaire d'État extrêmement actif et qui aura l'obligation forcément de rester par la suite dans les gouvernements. Sauf que l'histoire de France à cette période est telle qu'au moment du vote des pleins pouvoirs de Pétain, Pétain et Laval décident, heureusement pour Schuman, de ne pas le conserver au sein des gouvernements. La vie devient dangereuse, et comme un écho de l'histoire, l'Europe est à nouveau en guerre. Robert Schuman est arrêté par la Gestapo et devient le captif de l'armée allemande pendant près de 2 ans. À l'âge de 56 ans, il s'échappe de sa prison et parvient à rejoindre la zone libre. 1945, la guerre est terminée. Les belligérants pansent leur plaie. L'Europe est détruite. De retour en Moselle depuis près d'1 an, Robert Schuman poursuit son engagement. À nouveau élu député, puis membre de la commission des finances, le tenace Robert Schuman poursuit ainsi son ascension et en 1947, il intègre le gouvernement Ramadier en tant que ministre des Finances d'abord, puis ministre des Affaires étrangères dès 1948. La réconciliation des ennemis d'hier est dans de nombreux esprits et Robert Schuman n'est pas en reste. La volonté de s'unir durablement au service de la paix en Europe fait partie de son quotidien. Et c'est le 9 mai 1950 que Robert Schuman prononcera son discours le plus célèbre, le discours de l'horloge, considéré aujourd'hui comme le texte fondateur de la construction européenne. La France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. Comment le fait de changer de nationalité peut expliquer que du jour au lendemain, ces peuples deviennent ennemis ou deviennent des adversaires ? Pour lui, c'est totalement inconcevable. L'idée, en fait, de ne plus pouvoir traverser la frontière pour pouvoir lier des contacts, développer des choses, avoir une culture également qui se développe, une culture transfrontalière, pour lui, c'est quelque chose qui n'est pas imaginable. Et c'est comme ça, en fait, que l'on va avoir dans ses premiers projets politiques des textes qu'il va lire à l'Assemblée nationale. Il va mettre en avant le fait qu'il faut trouver une solution pour tendre la main justement aux voisins et oublier les querelles du passé, parce que c'est justement en conservant et en alimentant cette idée d'adversité que l'on va retomber dans les travers, que l'on va retomber dans un populisme et que l'on va retomber dans une situation de guerre. Entre Paris et Sichazel, là où il s'est installé en Moselle, Robert Schuman est devenu un symbole de la construction européenne. Avec d'autres, il reçoit le titre de père de l'Europe. Chacun des pays européens d'alors, de la construction en 50, va avoir ses pères de l'Europe. La différence entre Schuman et les autres, c'est que Robert Schuman, lorsqu'il quitte ses fonctions de président de l'Assemblée parlementaire européenne, va être nommé père de l'Europe par acclamation. C'est le seul. Il poursuit sa carrière politique et devient ministre de la Justice en 1955, tout en étant élu, puis réélu député de la Moselle. En 1962, il se retire de la vie politique et reste chez lui, dans sa maison de Sichazel. Jusqu'en 1963, lors de sa mort, le 4 septembre. Robert Schuman, cet homme qui se sera battu toute sa vie pour ses convictions, s'éteint, mais l'héritage qu'il laisse derrière lui s'ouvre à la postérité.
Un parcours exceptionnel et compliqué. De son enfance au Luxembourg aux plus hautes sphères de la politique française. Mais c'est bien ici, en Moselle, que cet homme s'est installé dans un petit village à quelques kilomètres de Metz, le village de Sichazel. Un ancien village agricole et la maison de Robert Schuman est aujourd'hui un vibrant témoignage de son action, mais également de ce qu'était Robert Schuman. On le surnomme aujourd'hui le père de l'Europe. Une maison donc qui est devenue un musée exceptionnel et qui nous plonge dans l'intimité de l'homme, et c'est d'ailleurs tout un symbole. Regardez. Sur le mont Saint-Quentin, à quelques kilomètres de Metz, le village de Sichazel surplombe la vallée et évolue au fil des siècles. Avec une histoire qui lui est propre, cette commune, qui compte aujourd'hui presque 2500 âmes, va entrer dans la grande histoire lorsqu'un homme va acquérir cette maison. Cet homme, c'est Robert Schuman. Et vous allez voir que son empreinte a marqué durablement ce village de Sichazel, grâce tout d'abord à cette ancienne maison, dont le charme va rapidement opérer sur son futur acquéreur. La maison dans laquelle Robert Schuman a vécu et a fini ses jours a été construite à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle. On n'a pas de date exacte, en fait. Les cadastres de l'époque ne sont pas très clairs par rapport à cette question-là. On voit en fait dans le style architectural que l'on est dans cette période-là. Et puis surtout, eh bien, c'était une maison qui était relativement grande, qui était aisée pour l'époque, une bonne maison lorraine, du fait en fait des propriétaires des lieux à ce moment-là. C'était une famille de vignerons qui avait besoin eh bien, d'un lieu assez confortable pour vivre. On le voit par le biais de l'intégralité de la propriété, avec à l'arrière de la maison un jardin d'agrément, un potager qui était d'une importance relative, et vous allez avoir surtout en bas de la propriété une prairie qui correspondait aux vignes qui s'étendaient sur toute une descente au niveau du mont Saint-Quentin. Une maison qui, dès sa mise en vente, sera montrée à l'homme, qui est à l'époque député de la Moselle au sein du parti de l'Union républicaine lorraine depuis 1919. En 1926, lorsque Robert Schuman cherche une propriété pour se reposer durant ses vacances, durant les congés de fin de semaine, il cherche un lieu qui soit à proximité de Metz. À l'époque, il est député de la Moselle, il est avocat toujours, il a toujours son étude dans Metz, et il cherche quelque chose d'assez pratique qui lui permettra eh bien, de pouvoir gagner la gare assez facilement, qui lui permettra également eh bien, de se retrouver en vase clos lorsqu'il le souhaitera. Et en fait, il jette son dévolu sur cette propriété. Alors, il ne la découvre pas tout seul. C'est un ami à lui qui est voisin de cette maison, qui entend parler eh bien, de cette mise en vente au printemps 1926. Dès qu'il va le savoir, il va en faire part à Robert Schuman, qui va venir visiter les lieux, qui va dans un premier temps entrer dans la propriété par le biais de la porte en bois qui est incluse dans une sorte de muraille, on va dire. Voilà, c'est vraiment un mur qui coupe de l'extérieur. Schuman va découvrir la façade de cette maison, rentre, la visite, monte à l'étage et va découvrir au niveau du bureau une vue plongeante sur la vallée de la Moselle, et il va tomber véritablement amoureux des lieux. Et si Robert Schuman cherchait une maison, c'était avant tout pour y créer un havre de paix où il pouvait travailler sans être interrompu et en vivant en adéquation avec son style de vie simple et solitaire, quasi monastique. Et pour meubler les pièces, la quasi-totalité du mobilier est issue de l'héritage familial. C'est un mobilier lorrain basique, pourrait-on dire, d'une bonne maison, mais pas quelque chose d'exceptionnel. D'ailleurs, en fait, Schuman, pour l'intégralité de son mobilier, la quasi-totalité des choses vient d'héritage, vient de dons. Il y a très très peu de choses en fait qu'il aura acheté pour meubler cette maison. Robert Schuman aime se promener dans le jardin, prendre soin de ses fleurs, mais en vrai bourreau de travail, la pièce dans laquelle il passera le plus de temps, c'est son bureau. Aujourd'hui encore, les vestiges de la vie du grand homme nous laissent aisément l'imaginer assis ici en train de préparer ses discours et écrire durant des heures. Ici, le visiteur est quelque peu plongé dans l'intimité intellectuelle de Robert Schuman. C'est la pièce la plus lumineuse, c'est la pièce probablement la plus grande également de la maison. Et c'est là où Robert Schuman a travaillé sur énormément de dossiers, a travaillé sur beaucoup de choses qui vont
transformer la question européenne, qui vont permettre de construire également cette Europe, a commencé bien par le discours du 9 mai 1950, discours qui aura été écrit d'abord par Jean Monnet et son cabinet, qui sera relu, corrigé et transformé par Robert Schuman après cette première lecture et puis après la lecture des autres versions. Et c'est ici où Robert Schuman également vient se reposer, vient lire beaucoup d'ouvrages. On peut le voir en visitant la maison avec l'intégralité de la bibliothèque qui est présentée. À sa mort, Robert Schuman possédait plus de 10 000 ouvrages, que ce soit des livres anciens, que ce soit des livres contemporains, des livres historiques qui parlent de droit, qui parlent de religion, qui parlent également de la culture des différents pays qu'il va visiter au courant de ces différents mandats. Et en fait, c'est véritablement dans cette pièce que Robert Schuman va faire fonctionner son cerveau et va travailler sur beaucoup de choses. Souvent absent pour se rendre à l'Assemblée, à Paris, ce n'est pas pour autant que la maison est vide. Une femme est là, toujours, pour prendre soin de l'intérieur. Et entre elle et Robert Schuman, c'est une longue histoire. Il va avoir 2 personnes à son service, un jardinier, qui sera là pendant une courte période pour entretenir les espaces verts et le potager. Et puis vous allez avoir Marie Kell, la gouvernante, qui est une amie d'enfance, on peut le dire comme ça, de Robert Schuman, puisque les parents de Marie étaient au service des parents de Robert au Luxembourg. Ils sont tous les deux originaires, enfin la famille de Schuman et la famille de Marie Kell sont originaires du même village au nord du département de la Moselle. Et vous allez avoir, à partir des années 20, pour Robert Schuman, quelque chose qui deviendra presque logique pour lui, c'est-à-dire le fait de demander à Marie d'entrer à son service. Et à partir du moment où il va prendre cette maison, il va lui demander d'officier plus régulièrement, voire même constamment, et d'être finalement la gardienne de cette maison pendant toute l'année. Dans cette maison, un détail est important et nous prouve que Robert Schuman aura passé une très longue partie de sa vie ici. Ce détail, ce sont les chambres de Robert Schuman, une à l'étage et l'autre au rez-de-chaussée. Dans l'aménagement premier de la maison, la chambre de Robert Schuman était une chambre individuelle qui était au premier étage, juste après le bureau. C'était quelque chose qui était plutôt commode pour lui, puisque Robert Schuman travaillait très tard dans la nuit. Assez régulièrement, on sait que Marie venait lui rappeler l'heure tardive, en disant du style « Monsieur Schuman, il est 4h du matin, il est temps d'aller se coucher ». Voilà, lui allait se coucher, il fermait la porte de sa chambre, et le lendemain matin, à 8h, il était à nouveau debout, il prenait son petit déjeuner directement dans la chambre, puisqu'elle lui apportait finalement ce qu'il fallait. Et il pouvait reprendre sa journée de travail assez rapidement comme ça. À partir de 1961, Robert Schuman est malade, il est en grande difficulté au niveau de la santé, il n'arrive plus à monter les escaliers correctement, enfin, il se fatigue extrêmement vite, et pour le ménager, on décide d'aménager au sein du rez-de-chaussée, dans l'ancien salon, une chambre. Et pour ça, en fait, on va prendre le mobilier qui était dans la chambre à donner, donc la chambre d'amis, que l'on va déplacer tout simplement dans ce salon. Cette chambre qui sera aménagée pour accueillir le vieil homme, la voici. Dans cette pièce, Robert Schuman passera les derniers instants de sa vie. Celui qui fut président du Conseil après avoir été ministre et député, puis président de l'Assemblée parlementaire européenne, se retire de la vie politique en 1962, avant de s'éteindre quelques mois plus tard, le 4 septembre 1963, à l'âge de 77 ans. Ses obsèques seront organisées à la cathédrale Saint-Étienne de Metz, en présence de pas moins de 5 chefs de gouvernement. D'abord inhumé au cimetière communal, un dernier honneur lui sera accordé par la commune de Sichazel quelques années plus tard. La commune de Sichazel décide très rapidement de l'honorer et vote, quelques semaines après l'enterrement, des crédits pour restaurer l'église Saint-Quentin qui est juste en face de la maison de Robert Schuman et dans l'objectif en fait, d'en faire le mausolée de ce père de l'Europe. Et c'est ainsi en fait que la commune, à partir de la fin de l'année 1963 jusqu'en 1966, va faire cette campagne de restauration, de réaménagement également des lieux, et y mettra finalement sa tombe, puisque Robert Schuman sera enterré définitivement dans cette église en 1967.
Le parcours de cet homme et ses combats pour maintenir la paix en font aujourd'hui un symbole. D'ailleurs, quelques années après sa mort, une association se crée, bien décidée à entretenir son souvenir et son héritage. Une association se constitue assez rapidement sur proposition de Joseph Schaff, qui est maire de Montigny-lès-Metz, qui était un ami et collaborateur de Robert Schuman, avec l'objectif de créer un centre européen dans lequel serait mis en avant l'œuvre de Schuman et puis également qui permettrait de favoriser les échanges interculturels. On décide à ce moment-là de faire l'acquisition de la maison historique et puis d'imaginer la création également d'un lieu, une sorte de musée, une sorte d'auberge de jeunesse à proximité qui permettrait d'accueillir aussi un bon nombre d'Européens et de pouvoir faire des conférences, pouvoir également présenter finalement ce pourquoi le père de l'Europe, qui était Schuman, s'était battu tout au long de sa carrière. Les premières bases de ce qui deviendra le musée départemental sont posées. En effet, en 1999, le Conseil général acquiert cette maison pour en faire, en plus du lieu de mémoire, un musée complet sur le parcours de l'homme et sur ses victoires politiques, mais aussi sur ses paroles emblématiques comme le fameux discours de l'horloge du 9 mai 1950, lorsqu'il propose la création d'une communauté européenne du charbon et de l'acier, l'ancêtre de notre Europe. Et régulièrement, le département modernise ce parcours de visite afin de l'adapter au mieux à toutes les générations. Quel bonheur d'avoir ce grand jardin derrière cette belle maison. Monsieur Schuman aime y jardiner, entretenir ses fleurs et les bordures du potager. La dernière étape va être la mise en place d'un parcours numérique au sein de la maison historique avec un système de visite par le biais de tablettes qui permettent à tous les visiteurs de rentrer dans les coulisses de cette maison, de voir comment les habitants de cette maison, qui étaient Robert Schuman et Marie Kell, ont pu vivre entre 1926 et 1963, et puis en même temps de diffuser l'histoire de Robert Schuman, l'histoire de la Moselle et l'histoire de l'Europe par le biais de ce support multimédia. Aujourd'hui, la maison et ses alentours constituent un héritage exceptionnel, celui d'un homme qui est à l'origine de plusieurs décennies de paix. Un homme qui aura su mettre son existence au service de l'autre. Cet homme, Robert Schuman, que l'on surnomme aujourd'hui le père de l'Europe. Voilà donc pour l'histoire et l'héritage de Robert Schuman. Un homme qui a accompli ce que tant d'autres ont échoué à instaurer avant lui, la paix, entre des pays voisins qui se sont fait la guerre durant des siècles. Robert Schuman, le père de l'Europe, a vécu toute sa vie, ou presque, en Moselle, et cette maison de Robert Schuman, à Sichazel, constitue indéniablement l'un des plus beaux musées du département. Et il participe d'ailleurs à faire de la Moselle une destination exceptionnelle pour quiconque tente de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. À la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes, au cœur de la Moselle bien sûr.